Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Merci, merci. Merci à tous d'être là. Hein. D'être géniaux. Alors, ma chérie, Julie. Oui. Tu nous reçois? Je reçois Roberto Montserrat. Bonjour. Bonjour. Maître d'aïkido, sensei. C'est pas la première fois qu'il vient. Hein. Non, c'est pas la première fois qu'il vient. C'est quoi? C'est sa deuxième ou sa troisième Je dirais la troisième, moi. Troisième. Alors, Roberto, tu viens ici en tant que professeur maître d'aïkido. Je vais expliquer un petit peu ton parcours très succinctement parce qu'il est très riche. Donc, tu as commencé ta carrière martiale dans l'adolescence dans le rugby à Béziers. Et en 1978, tu as commencé à rencontrer des pionniers de l'aïkido en France qui t'ont donné goût. Et quelques années plus tard, en 1986, tu rencontres Maître Tamura. Alors, il faut savoir que Maître Tamura, c'est l'un des plus grands maîtres d'aïkido du monde. Il a été élève direct de Maître Ishiba, qui est le fondateur de l'aïkido, et le représentant de l'aïkido en Europe. Donc Roberto, pendant cette période, jusqu'à sa mort à Tamura en 2010, tu es très vite monté en grade et tu as beaucoup œuvré pour l'Occitanie, dans l'Occitanie pour l'aïkido. Tu es notamment passé de 1994 à 2016 chargé d'enseignement régional, donc encadré tous les élèves d'aïkido dans toute la région. Et c'est grâce à toi notamment que nous avons nos professeurs actuels d'aïkido aujourd'hui. Bon, grâce à moi, pas totalement. En partie grâce à toi. Ils ont fait leur chemin, hein, chacun. Pas tout seul. Oui, mais quand même, ils ont démarré avec toi. Hein. Alors, certains ont démarré avec moi, Voilà. D'autres étaient des camarades de classe. Que je m'en souviens quand même. Hein. 3 ans, ça ne s'oublie pas. Hein. Oui. Alors Roberto, aïkido. Aï, l'harmonie, ki, l'énergie, do, la voix. En traduction française, ça donne la voix de l'union des énergies. Mais est-ce que ça explique tout, ce qu'est l'aïkido? Normalement, oui. Puisque, contrairement à beaucoup d'arts martiaux, il n'y a pas de compétition. Donc, le travail qui est sur soi-même. À tout moment, on n'a pas d'adversaire. Le seul adversaire qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Et essayer de s'élever. C'est trop facile de dire j'ai un adversaire, je vais lui faire mal. Bon, on prend un pistolet, on tire. Donc on est dans un travail tant physique que psychologique, et puis avec une recherche, cette recherche de l'énergie que les acupuncteurs recherchent, que tous les gens qui font radiesthésistes, qui font magnétiseurs, etc., sont dans la même recherche. Vous aussi, hein. Vous aussi, ouais, j'entends bien. Je Vous savez vois défendre. la volonté d'harmonie du groupe déjà qui est mise en place. Bon, ben, y a ça. Mais personne ne veut me servir de partenaire. Alors bon. Oh non, tu vas me casser, moi. J'ai pas envie d'être cassé. Je suis souple, c'est moi qui le ferai. Enlève tes talons déjà. Hein. Ah ça, c'est sûr, oui. Du coup, Roberto, comme c'est nous qui est notre propre adversaire finalement, qu'est-ce que ça veut dire finalement être gradé? Puisque quand on est gradé, on le fait toujours par rapport aux autres. Oui, en fait, les grades, pour moi, ils n'ont pas grand sens. C'est une reconnaissance, c'est l'ancienneté. L'autre jour, je disais... vous savez, il y a eu des grands généraux, des généraux très moyens, des grands capitaines plus grands que certains généraux. Donc on peut avoir... C'est exactement pareil, hein, c'est gradé de la même façon dans les arts martiaux que les militaires. Quand vous avez 3 barrettes, vous êtes capitaine. Quand vous êtes 3 barrettes, vous êtes 3e dan. C'est équivaut. Hein. Mais après, il faut regarder ce que font les gens. C'est pour ça que je dis à tous les gens qui veulent pratiquer un art martial, quel qu'il soit, allez d'abord essayer. Vous ferez votre opinion, si ça vous convient ou pas, et puis vous aurez un aperçu de ce qu'on va vous proposer. C'est pas sur un bout de papier que le gars va se proposer en disant « je suis ça ». Faut y faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de gens, de pratiquants, d'experts qui sortent un petit peu du chapeau
et dans des disciplines un petit peu inconnues, quoi. L'aïkido, c'est quelque chose de très... je veux dire, c'est codifié. Au Japon, c'est carré. Il y a l'Aikikai de Tokyo. C'est diffusé dans le monde entier, au même titre que le karaté et le judo. Et puis, il y a des trucs qui existent. Voilà. Alors, ça me fait sourire quand je vois des choses de self-defense, par exemple, où on voit du mauvais Aikido qui est adapté. Voilà, ça existe. Mais c'est pas bien grave, ça. C'est comme dans la musique. C'est pareil. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire mauvais Aikido pour vous? Mauvais Aikido, c'est mal fait, c'est tout. C'est comme si tu entends quelqu'un qui chante et qui fait des canards, quoi. Tu vois, tu dis ah, quelle horreur. Voilà. C'est exactement la même chose. Après, autant il va y avoir d'enseignants, autant il va y avoir de différences. Mais, on prend l'exemple d'un chanteur. Chacun va avoir son timbre de voix. Un musicien, chacun va écrire sa musique. Et puis, c'est pas un qui est meilleur que l'autre. C'est différent, c'est tout. Il n'y a pas de meilleur. Ça n'existe pas, ça, meilleur. Qui était meilleur, Picasso ou Léonard de Vinci? Ils ne font pas du tout la même chose. Donc, faire des comparaisons, ça n'a pas de sens. Voilà. Et du coup, dans le cadre de professeur, d'enseigner, c'est quoi vraiment la notion de sensei? Sensei, c'est pas compliqué. Si on le traduit en français, ça veut dire maître. Et un petit enfant japonais, s'il lève le doigt à l'école, il dira sensei, sensei. Exactement comme un petit français qui dira maître, maître ou maîtresse. Donc après, c'est la connotation qu'on va y mettre derrière. Moi, je sais que j'ai eu un grand sensei, un grand maître. Maître Tamura. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont éduqué dans mes débuts et que je considère toujours aussi comme un sensei, même si je suis plus gradé qu'eux maintenant. Mais ça fait rien. C'était tes mentors. Oui, et il ne faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est un gros regret que j'ai aujourd'hui. On voit dans les arts martiaux avec une dérive qui va vers le sport et l'accessibilité immédiate, l'oubli des anciens qui ont permis que ça existe. Surtout dans les arts martiaux. Les anciens, c'est fondamental. Dans les maisons japonaises, vous avez le kamisa. Les kamis, ce sont les esprits anciens qui sont à l'entrée de la maison. Et on les salue en rentrant. Donc on ne les oublie pas. Au Mexique, on n'oublie pas la fête des morts non plus. Ah non, c'est fondamental. Voilà, c'est fondamental. Donc, quand on voit des générations aujourd'hui qui balayent ça pour avoir une prestance, une notoriété, je dis que c'est un peu dommage, je crois. On s'éloigne. J'entends du coup que ça va vraiment au-delà de la pratique du sport. C'est presque un mode de vie, une façon de penser. Totalement. La philosophie prend le pas sur la pratique, parce que quand on atteint un certain âge, de toute façon, on ne fera plus des sauts périlleux, etc. Donc il faut bien qu'il y ait autre chose qui reste. C'est ce qui est intéressant. Si on pratique un art martial ou une discipline comme celle-là pendant des années, pour être obligé de s'arrêter parce que le physique ne peut plus le faire, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Il faut qu'on puisse continuer jusqu'à la fin de sa vie en adaptant. Ce que tu continues en adaptant. En adaptant, oui. Donc tu as trouvé un pigeon. Non, mais on adapte. Je travaille. Non, tu as trouvé un pigeon pour faire une. Stéphane va chercher Stéphane. Alors, non, Stéphane, il a fui quand je lui ai proposé. Alors, il y a une chose que vous savez peut-être pas, c'est que Julie est 4e dan, ceinture noire 4e dan, et elle est professeure aussi. Tu veux bien être pigeon? Je serai les pigeons. Donc, tu enlèves tes talons pour pas faire de mal. Elle a les compétences. Elle veut bien être pigeon. Voilà. Alors, ça s'appelle pas pigeon. Hein. Pigeon. Okay. Ça s'appelle Haïté. Haïté. Oui. Oh, mon chéri. T'inquiète. Dans Haïté, il y a aïe. Petite question, tout à l'heure donc tu parlais de c'est une philosophie, un mode de vie, c'est un apprentissage. Qu'est-ce qu'on en retient de cet apprentissage? Je vais te dire ce que j'ai dit à Maître Tamura
le jour où il m'a fait passer mon 5e dan. C'est-à-dire, c'est déjà un grade élevé. Et il me dit, alors pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je me prépare à ne plus être. L'idée, c'est dépasser son ego et son moi terrestre pour aller plus loin. J'avais donné une définition de ça. Imaginons qu'il y a un torrent, le flux de l'énergie, de l'univers, etc. Et on y trempe une bouteille vide à l'intérieur. Ça, c'est notre naissance. Voilà. Et tout d'un coup, on sort rempli de ce torrent. Ça explose, c'est extraordinaire. Et ça refoule. Il y en a trop. À force, le torrent, lui, va taper dans cette bouteille et va casser le culot de la bouteille et il doit réussir à nous traverser. Et au fil du temps, il va amenuiser l'enveloppe jusqu'à ce qu'on ne devienne plus que torrent. Quelle belle image. C'est beau, ouais. Quelle belle image. Avant tout, on pratique pour soi-même et les opposés s'annulent finalement un jour. Ouais. Donc le cul de la bouteille, c'est l'ego, c'est quoi? Oui, c'est l'ego notamment. Mais les gens qui ne veulent pas se laisser traverser se retrouvent avec quand même des problèmes de rejet. Il faut laisser couler. La vie, c'est pas... C'est génial, c'est génial. Voilà. C'est toujours très court avec toi, Roberto. Ouais. On va finir. Oui, on va finir. Roberto, tu vas regarder la caméra, celle-ci, et tu vas nous dire, tu continues à enseigner, donc tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te trouver. Alors, oui, je continue à enseigner à Sète, de temps à autre. Et à Le Teil, c'est un petit village à côté de Montélimar, en Ardèche. Et puis, j'enseigne de temps en temps dans des stages qu'on trouve sur le net. Il suffit de taper mon nom, Roberto Montserrat, Aikido, ça sort. Voilà, c'est facile. C'est super. Donc, si je comprends bien, vous faites un live tous les deux? On fait un live, oui. Oui, ils vont faire un live. Je m'y colle. Alors, vous les retrouvez sur scène. C'est pour les meubles le problème. Vous les retrouvez, t'inquiète pas, on va les enlever, vous les retrouvez sur scène. On va essayer de pas tout casser. Merci pour la poterie. Émilie, ma chérie. Alors toi, tu nous reçois Alexandra. Exactement. Bienvenue, Alexandra. Merci pour l'invitation. Donc, Alexandra, tu crées avec tes mains.
Tu es céramiste. D'ailleurs, on peut voir tes créations juste devant. Est-ce que tu peux Beaucoup le bleu, hein. Ouais, nous parler de ton art jusque dans les cheveux? Tout à fait. Oui, En plus, dans mon univers, le bleu-vert est très imprégné du bleu-vert. C'est pour moi un sentiment de quiétude qui sort de cette couleur. c'est vrai. J'ai beaucoup été dans des environnements un peu stressants et stressés, différents du Aikido. Et pour moi, le bleu-vert, c'est vraiment apaisant. Donc c'est pour ça que c'est une collection que j'appelle Jade. J'en ai plusieurs, mais elles sont toujours dans ces teintes-là. C'est un vase? C'est un vase. D'accord. Et l'autre chose qui est très importante pour moi, c'est le pli. Parce que je suis toujours très émue quand je vois des drapés, quand je vois des vagues qui se superposent, quand je vois des textures de roche. Alors j'essaye de reproduire ça sur les céramiques et ça leur donne de la vie aussi. On le voit aussi sur ce genre de sculpture. J'aime bien aussi Qu'on appelle comment ? C'est une sculpture fonctionnelle. J'adorerais un Oui, jour mais fonctionnel voir ça. pour mettre les vides-poches ou pour mettre Alors, quoi ça peut être pour de la nourriture. J'adorerais voir ça dans un hôtel, un beau restaurant, pour mettre en avant de la nourriture qui est servie. Donc, mais à la vaisselle. on met au lave-vaisselle. C'est du grès. C'est du grès. Restons pratiques, c'est du grès. Donc, on peut le mettre au lave-vaisselle, au four. La peinture ne s'en va pas. La peinture, alors, ça s'appelle de l'émail en céramique, mais ça ne s'en va pas. Ça, Donc, c'est cuit intéressant de savoir. à intéressant, 1280 degrés, donc Ouais. dans un four à céramique, ça cuit 2 fois à chaque fois. Entre les deux, on émaille. Et donc 1280 degrés, ça dure 3 jours quand même, la deuxième cuisson. Et du coup, après, c'est vraiment durable. On est dans le durable. On est la poterie, c'est ce qui vient de des dizaines de millions d'années. C'est quand l'homme a commencé à utiliser la poterie, on peut encore en voir il y a très très longtemps. Donc on est vraiment dans le durable. Et oui. En plus, on voit vraiment la différence, je trouve. Tu mets vraiment ta patte dedans, dans le sens où, effectivement, tu nous as parlé du drapé, des couleurs et Oui. autres. Ça sort de l'ordinaire, de ce qu'on peut trouver. Et l'erreur aussi, on en parlait tout à l'heure, l'erreur est importante dans la céramique parce qu'il y a tellement de moments où il peut y avoir un petit geste malencontreux qui va faire qu'on va faire un trou, on va faire un geste malencontreux. Eh bien, l'idée, c'est de transformer cette erreur pour en faire une pièce encore plus unique, encore plus différente, qui aura peut-être une utilisation différente aussi. Et donc, c'est vraiment toujours un hymne à l'erreur. Il faut accueillir cette erreur pour pouvoir transformer la pièce en quelque chose d'autre. Génial, c'est une belle symbolique de la vie, finalement. Tout à fait. Ça peut aller bien au-delà de la Mais céramique. là, derrière aussi, c'est à toi ou pas? Non, c'est pas moi. Le petit Bouddha, c'est pas moi. Qui a oublié? On verra plus tard. Moi, j'ai une question, du coup. À quel moment tu t'es dit, j'aime créer et je vais en faire un métier? À l'adolescence. À l'adolescence, j'ai fait 1 semaine de stage à Dieu-le-Fille, en pleine nature. Ça a été une révélation pour moi. Mes parents m'ont même acheté après un four à céramique, qui est très coûteux, pour que je puisse continuer à en faire. J'ai laissé un petit peu de côté pendant mes études, et après j'ai fait 25 ans dans l'informatique, mais tout le temps me promettant à moi-même de revenir un jour dans l'art et d'en faire mon métier. Et il y a 2 ans, j'ai eu vraiment un alignement des planètes, ce qui a fait que j'ai pu sortir du salariat, rentrer dans l'entrepreneuriat, devenir céramiste et partager aussi ce plaisir de créer avec d'autres personnes, que ce soit des débutants pour des cours et des stages de céramique et aussi des personnes qui veulent devenir céramistes que j'accueille comme stagiaire en fait dans. Tu as gardé ton four? J'ai gardé mon four 35 ans plus tard qui fonctionne toujours. J'ai fait quelques erreurs dedans, mais du coup j'ai appris aussi et j'en ai acheté un autre plus gros du coup. C'est génial aussi d'avoir son four où on a fait des erreurs. Et on a ouais, réussi de belles choses, c'est une histoire. C'est sûr, il en a bavé. Et du coup, maintenant, je propose des cours et des stages de poterie. Je propose aussi, bien sûr, mes céramiques qui peuvent être personnalisables. Et aussi en entreprise. J'aime beaucoup l'idée de se faire découvrir la céramique aussi en entreprise. Pour du team building, là, je vous ai mis un exemple. C'est l'idée du village éphémère où chacun façonne et décore une façade. Et mise bout à bout, ça fait un village éphémère, le temps de prendre des photos. Et après, moi, je cuis, j'émaille, je recuis. Et comme ça, chacun peut mettre au mur de façon très fière sa petite façade de sa maison d'enfance ou de sa maison de ses rêves ou autre. Et ce qui permet d'échanger avec l'autre dans le plus intime. La maison, on rentre dans le personnel. Et je pense très sincèrement que pour mieux travailler ensemble, il faut mieux se connaître.
Et donc, c'est aussi une manière de parler d'autre chose que du travail et donc de rentrer plus dans le monde de l'intime. Donc, j'aime bien l'idée du village éphémère. Bonjour et bienvenue à l'atelier Avec des céramiques. Venez pour le tour de l'atelier, une visite sur les différentes techniques de façonnage et de décor. On utilise du grès blanc ici à l'atelier qui est facile à décorer. En termes de façonnage, c'est surtout du modelage. On peut utiliser du colombin, du tournage avec les 2 tours face au jardin, et puis la technique de la plaque qui est très utilisée à la fois pour utiliser des moules ou alors créer des objets uniques. C'est la technique à la plaque est ici beaucoup utilisée parce qu'on a la croûteuse, qui est cette machine qui évite de se faire mal au bras pour venir aplanir une plaque de terre. Côté décor, plusieurs possibilités. Soit on décore sur une terre qui est crue, qui n'a pas encore été cuite une fois, avec des engobes de couleurs. Ça s'applique vraiment comme au pinceau, comme une peinture. Ensuite, il faudra émailler transparent, ou alors on vient émailler avec d'autres types de couleurs. C'est aussi le principe du café céramique que je propose, où les personnes vont venir choisir une pièce qui a déjà été façonnée, déjà été cuite une fois, et venir la décorer avec des émaux stroke and coat pour faire des jolis décors. Autre possibilité pour l'émaillage, ici la cabine d'émaillage à rideau d'eau, qui est une cabine qui s'utilise avec un pistolet pour venir surtout émailler des pièces un peu plus plates et évasées. Je vous présente le four à céramique qui va de 160 litres, celui-ci, qui va pouvoir monter à 960-980 degrés pour la première cuisson et 1280 degrés pour la deuxième cuisson, toujours 2 cuissons pour chaque pièce. Et puis pour finir, voici la vitrine pour les personnes qui souhaitent offrir un objet artisanal. À bientôt à l'atelier. Je sens vraiment que ça va au-delà, en fait, de simplement j'ai envie de créer. Là, on va dans l'histoire, on va dans l'intime, la transmission, dans l'émotion, dans vraiment dans quelque chose de profond. Aussi. C'est presque thérapeutique. C'est c'est la méditation des mains, la céramique, donc c'est tout à fait thérapeutique. Et c'est vrai que par rapport au secteur où j'étais avant, le secteur informatique, on est plutôt dans le cadré et le structuré qui m'a beaucoup appris. Là, je peux laisser l'intuition sortir, l'émotion, le ressenti, beaucoup plus libre. Et ça, c'est quand même super, quoi. Justement, ça embraye sur ma prochaine question. Est-ce que tu sais ce que tu veux quand tu crées ? Un peu comme ce côté informatique très cadré, ou est-ce que tu te dis non, je laisse venir ce qui vient Alors les deux, je sais la forme que je veux, ce qui n'est pas évident, parce que quand on commence, vient ce qui vient. Je sais la forme que je veux, mais après, en fonction de la petite erreur qui va arriver, le petit geste, j'adapte, je demande à la pièce qu'est-ce que tu veux devenir, et petit à petit, en fait, elle devient ce qu'elle veut. En chauffant? En quoi? En chauffant? En chauffant, alors effectivement, le temps est très important parce qu'en séchant déjà, elle prend une texture qui fait qu'on va la modeler différemment. Plus elle sèche et plus elle sera difficile à modeler, ou plus ça va être craquelé, ça va donner un effet différent. Donc le temps est très important en céramique. Et puis après, le fait de chauffer, en fait, va la rétrécir. Il y a toujours un retrait quand on chauffe, donc elle ne sera pas toujours pareille à la fin. Et l'ouverture du four, c'est toujours Noël, parce qu'on ne sait jamais. La surprise, Ça peut être une mauvaise surprise, mais ça peut être une très bonne surprise. Et aussi pour les couleurs, par exemple, une erreur a fait que j'ai dû monter mon four de 1260 degrés à 1280 degrés. Et ben c'est 20 degrés de différence. On fait que là, la couleur est bien plus lumineuse qu'elle n'est 20 degrés en dessous. Donc maintenant, je ne fais que 1280 degrés parce que je trouve ça trop magnifique. Mais du coup, est-ce que c'est du lâcher prise ou est-ce que c'est du stress à chaque ouverture ? Alors, ça peut pas être du stress. Moi, j'ai trop été dans le monde du stress. Maintenant, je veux être dans le monde du on accueille, quoi. Donc, j'accueille. Puis, si je peux refaire, l'avantage, c'est que entre la conception et la réalisation, allez, il y a 1 mois, 2 mois maximum. Donc, je peux refaire, sauf si j'ai un marché. Et là, tant pis, quoi. Ça, il y aura d'autres pièces, mais pas celle-là. Et justement, tu parles de partager, de créer, de réaliser avec ses mains. Oui. Qu'est-ce que les gens viennent chercher dans tes créations, dans tes ateliers, dans tes stages ? Oui, j'ai vraiment la chance d'avoir un bel atelier. C'est à 30 minutes au nord-est de Montpellier, à Sainte-Rézérie.
C'est un bel espace, très lumineux. On est face au jardin, on entend les oiseaux. J'ai des poules en liberté qui sont juste devant. C'est vraiment un T'as endroit... les œufs gratuits alors? Oui, mais il n'y en a que 3 alors. Hein. Et c'est un espace vraiment de création. J'ai beaucoup accompagné les gens. J'ai toujours adoré transmettre mes connaissances, mes compétences. J'ai commencé ma vie professionnelle aux États-Unis, à San Francisco, et déjà, j'étais dans une start-up Internet. Et déjà, je proposais bénévolement à des entrepreneurs de comprendre comment utiliser Internet. On parle de 98, hein, on est un peu loin. On était au début, et déjà, ça me rendait utile. Et j'ai besoin de me rendre utile dans ce monde, dans cette nature. Et donc, le fait de transmettre non seulement la passion, mais aussi l'expertise, la technique, et puis on se trompe, et ben c'est pas grave, on apprend, la fois prochaine on fait différemment, et ça j'adore transmettre, et ce sentiment d'être utile à l'autre me remplit complètement. C'est génial. Mais là, j'entends, t'es passé du côté hyper stressant, une ville, États-Unis, New York, les grosses villes, le gros truc. T'as eu 20 ans dans l'informatique, dans un cadre exigeant, 25. Ouais. Et là, t'es dans la nature avec les poules à Voilà. créer. Voilà. Mais les poules, elles sont à toi? C'est mes poules, oui. Ouais, Est-ce que tu prends aussi les poules malheureuses, là? Tu sais, les poules qui sont non, moi, elles enfermées? sont pas malheureuses. Non, mais est-ce que tu adoptes des poules Ah, est-ce que j'adopte des poules malheureuses? Ah, ben je me suis jamais posé la question. Alors, tu es malheureuse, Alors, petite j'adore les poule? animaux, alors faut pas trop me tenter, moi. Bon, c'est pas 3-4 qui te dérangeront, hein? 3-4, bon, après, il faut un plus gros poulailler, quand même. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais partager aux personnes qui ont envie de lâcher ces environnements stressants pour retrouver quelque chose de plus naturel? Tout à fait, on disait une méditation des mains, ça permet de se concentrer sur quelque chose, on appelle ça aussi poser le cerveau quelque part, même si le cerveau est complètement concentré sur le présent, pas sur le problème qu'on a eu au travail, pas sur... Donc ça, c'est vraiment... Quand je vois parfois des clients qui viennent à l'atelier, qui sont énervés de leur journée, etc., et puis petit à petit, bon, ils commencent à faire peut-être quelque chose pas très bien, je leur remontre, et puis petit à petit, ça se calme. Ouais. Et puis elles repartent, oh, ça m'a fait du bien, enfin, c'était génial. Et puis la fierté quand on sort, parce qu'on sait que techniquement c'est très compliqué. Il y a énormément d'étapes où ça peut foirer. C'est comme ça la céramique. Donc quand ça sort du four et que c'est exactement ce qu'on veut, avec la beauté qu'on veut, etc., mais quelle fierté de le montrer à ses proches, à ses amis, même de le vendre. Et parfois, mon bébé. C'est vraiment une grande fierté de réussir quelque chose en céramique. Super. Justement, en regardant la caméra, est-ce que tu peux nous dire comment te contacter pour retrouver cette bulle de bonheur, de présence, de créativité? Eh bien, allez sur le site alecbcéramique.fr, Alec étant mon surnom. Et je suis aussi à la fin à ALEC, B céramique QE à la fin, .fr. Et je suis aussi sur Instagram, Alec B Céramique, ou sur Facebook. Et n'hésitez pas à venir. Je m'adapte aussi aux besoins, parce que parfois, il y a des besoins particuliers. Ça peut être aussi pour les personnes à la retraite qui ont besoin de travailler les mains, les articulations. La poterie, c'est très bien aussi pour travailler les articulations, pour éviter que certaines maladies commencent à s'installer. Donc, c'est vraiment de tout âge, à partir de 6 ans jusqu'à plus d'âge. Merci beaucoup, Belle Alexandra. leçon féminine. Merci, Alexandra. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, tu dis que tu aimes les animaux. Tu fais aussi des animaux en céramique ou pas? Comme les poules, justement? Oui, j'ai Ouais. fait une superbe poule pour les 80 ans de mon papa, qui trône encore toujours sur leur table. C'est une sculpture. Là, vraiment, on est plutôt dans le domaine de la sculpture. C'est une poule punk, parce qu'elle a justement toutes ces vagues comme crête, là. Chouette. Avec plein de couleurs. Comme ses cheveux, comme ses cheveux. Muriel, qui Oui. est-ce que tu reçois? Alors moi, je reçois Véro Pérard Désertine, Bonjour et Véro. merci pour l'invitation. ce qui est tout à Bonjour, fait Véro. normal. Véro, avant de parler de toi, Oui. on va déjà te connaître un peu mieux en regardant un court-métrage Ah, ouais. que tu as fait. Que j'ai fait, voilà. Mon premier court-métrage que j'ai écrit et tourné. Voilà.
Entrez. Bonjour. Alex, vous tombez bien. Bonjour Madame Bazac. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue dans notre EHPAD. Nous en avons bientôt fini avec les formalités administratives. En attendant, nous allons donc laisser votre maman s'installer avec Alex, notre cadre de santé. Mais je peux pas l'accompagner? Mais si, bien sûr. J'allais vous le proposer. Je voudrais voir encore quelques points avec vous sur l'évolution de la maladie. Ben, je pense que tout est écrit dans son dossier médical, non? Alex, occupez-vous de Madame Hélène. Bien, Madame la directrice. Allons-y, Madame Hélène. Allons visiter le château, votre nouvelle demeure. Et vous savez, il n'y a pas besoin de prendre un taxi. On peut y aller main dans la main en marchant. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est Alex. Vous le verrez tous les jours. Il fera un peu partie de votre famille. Vous pourrez tout lui dire. Ce sera votre confident. On est venu voir qui? Maman, je suis là. Hein. On en a longuement parlé, maman. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre ici, puis tu vas te faire des nouveaux amis, maman. Hein. Il y a beaucoup de vieux dehors. Et vous, c'est qui? Moi, je m'appelle Alex. Je suis là pour vous accompagner. Et je vais vous aider pour vous installer dans votre nouvelle chambre. Chambre? Quelle chambre? Je le connais pas, lui. On dirait le méchant de la télé. Il me fait peur. On va dire que je suis votre nouvelle amie. Maman, tu vas suivre Alex. Hein. Puis je vais vous rejoindre. Puis tu me feras visiter ta nouvelle chambre. Hein. Alex, accompagnez-la maintenant, j'ai un autre rendez-vous. Vous venez avec moi? Je ne peux pas rester ici. Amène-moi à ma maison. Maman, il faut que tu lâches ma main maintenant, maman. Je t'aime, mais je serai toujours là pour toi, maman. Toujours. Ça va aller, mamie, t'inquiète. Mais il faut que tu y ailles. Alors Véro, tu es comédienne déjà, Oui, comédienne, scénariste. scénariste. C'est ça. À quel moment l'envie de raconter cette histoire qu'on vient de voir, Oui. qui tourne autour de la maladie d'Alzheimer, Ouais, la maladie d'Alzheimer et le placement de ses parents en EHPAD. en aussi, EHPAD, surtout. ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, oui. Oui, Merveilleusement bien joué. ouais, ben, merci. Ah oui, merveilleusement bien joué. Alors ce court-métrage, bien entendu, est tiré d'une histoire vraie. Oui, la mienne. Enfin, La tienne. ouais, la mienne, ouais. Tu as voulu la jouer. J'ai voulu la jouer, oui, pour... Vous étiez combien de comédiens et comédiennes? On était quatre comédiennes et une petite que j'avais pris un peu pour faire de la figuration parce qu'elle était en stress d'école, enfin, entre harcèlement, enfin, entre, voilà, elle était la phobie scolaire, tout simplement.
Donc on l'a prise avec nous aussi pour lui montrer un peu autre chose. Ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien, ouais. D'accord. Et donc, pour toi, un sujet aussi intime est-il difficile à interpréter? Alors, il est très difficile à jouer. En fait, j'ai joué mon propre rôle. Après, avec le recul, je me suis dit, j'ai Ça veut dire peut-être fait une bêtise. le rôle de tes parents ou le rôle de fille? Le rôle de fille. D'accord. Ouais. Et donc, c'est très compliqué à jouer. Il faut, tu peux pas revivre toutes tes émotions parce que sinon tu t'en sors pas. En fait, tu es vraiment dans l'émotion et tu peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même longtemps avant de l'écrire. Et j'avais besoin de poser les mots, j'avais besoin de raconter cette histoire. Au départ, c'était juste pour moi, quoi. Puis après, j'ai dit non, il faut que je le mette. J'ai eu ma coach de comédienne à Montpellier là. Elle m'a dit non, ben vas-y, mets-le en scène. Et puis, parce que je voulais juste le réaliser, moi, je voulais pas jouer dedans. Et elle m'a dit, ah ben si, tu es d'abord comédienne, joue-le. Donc, elle n'avait pas tort. Oui, d'un autre côté, elle n'avait pas tort. Mais c'était assez compliqué. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis que tu as peut-être eu tort? Parce que ça m'a fait revivre, j'ai pas dormi pendant 6 mois, je crois. Ça m'a fait revivre tellement de choses, tellement de chocs, de culpabilité. Des chocs secrets aussi. Et oui, puis de culpabilité, de placer ses parents. Enfin, moi, ça a été très compliqué de... Mais les deux ont eu la maladie d'Alzheimer. Non, ma maman. Mon papa, lui, il avait Parkinson. Oui, enfin, tous les deux. C'est grave quand même. Voilà. Donc, ils étaient placés tous les deux. Oui, c'est ça, effectivement. Et donc, ça a dû changer en jouant ce rôle, ta façon d'interpréter habituelle. Ah oui, c'est différent. Oui, tout à fait. Parce que comme on se sent concerné et la caméra est là. Encore, j'étais bien entourée avec les autres comédiens. Donc, il y avait Coro aussi, en comédienne, qui joue la directrice. Et la directrice de l'EHPAD, pas toujours agréable d'ailleurs. Elle n'était pas agréable? Ben non, je la voulais pas agréable. On l'a vu là. Ouais, je la voulais pas agréable. Alors que c'est pas du tout son style, mais je la voulais. Non, mais il fallait qu'elle joue le rôle. Voilà, et elle l'a très bien joué. Donc le rôle ne demande pas d'être simplement gentil. Hein. Ah ben non, parce que des fois on a des rôles qui c'est pas nous, quoi. Pas du tout même. Alors tu as voulu transmettre cette histoire aux autres? J'ai voulu transmettre aux autres. Pour apaiser, pour bien apprendre, apaiser, apprendre, montrer la dureté de choc où on passe par des périodes qu'on n'imagine pas, celui qui ne vit pas ça ne peut l'imaginer. C'est ça. La souffrance de chaque instant, le choc où on se rappelle, la maman se rappelle plus que tu es la fille, tu es peut-être devenue la mère, ou tu es peut-être quelqu'un qui arrive comme ça. On se perd dans leur regard, enfin leur regard est perdu. Voilà. Donc on arrive, un coup le regard est là, on voit. Peut-être on se dit tiens, aujourd'hui elle me reconnaît, et puis une autre fois c'est un vide complet, quoi. Enfin, et ça c'est très dur à vivre, très dur. Enfin pour moi ça a été très dur. Est-ce que oui, est-ce que tu as voulu jouer ce rôle toi pour essayer de mettre des mots dessus, trouver une autre dynamique, ou simplement partager ton vécu, ton expérience? Alors pour partager bien sûr, mais aussi pour une thérapie en fait. J'espère que donc depuis je suis un peu mieux, mais pour le préparer avant, je vous dis, j'ai pas dormi pendant 6 mois. Je pense qu'on n'en guérit pas. Et on n'en guérit pas. Et moi, ma maman, ça restera mon plus gros chagrin de ma vie. Enfin, pour l'instant, j'ai encore mon mari, donc ça sera peut-être mon mari, mais pour l'instant, c'est le plus gros chagrin de ma vie, quoi. Ouais. Et parce qu'en plus, on vous dit, quand ils font Alzheimer, on vous dit, il faut faire le deuil. Mais on fait pas le deuil d'une personne qui est vivante. Alors on me dit oui, mais il faut faire le deuil c'est plus elle. Et ça, j'ai jamais pu le faire, moi. Moi, je peux faire mon deuil que d'une personne qui est décédée. Je peux pas faire le deuil de. Et pourtant, voilà. Mais c'est très. Le mot veut tout dire avec 3 points. Oui. Et pourtant. Voilà. Mais après, ça a été intéressant. Je suis contente de l'avoir écrit. Et j'aime les causes. Est-ce que ça t'est venu à l'idée, malheureusement, je vais te parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ton court-métrage, et voir avec ton court-métrage aussi, puisque tu as vécu deux chocs, 2 chocs dans ta vie. Ta maman, l'un des plus grands, mais ton père aussi. Oui, tout à fait. Donc, Parkinson, on croit que c'est simplement un tremblement. Alors que ce n'est pas simplement un tremblement. Non. Donc, lorsque tu l'as placé... Oui, on les a placés en fait tous les deux en même temps. Parce que lui, il pouvait rester encore à la maison.
Mais il a voulu suivre Mais sa il fallait femme. aussi il fallait qu'il apprenne à tenir sa fourchette, ou il la tenait plus, ou Non, il la alors, tenait encore quand il a été placé, lui, il était encore assez valide. assez valide. Ouais, oui, il pouvait se débrouiller tout seul. À la limite, il pouvait se faire à manger tout seul. Il Oui, était valide. ça peut aller vite aussi. Mais après, dès qu'il est rentré dans les EHPAD, dans ces institutions, c'est allé très vite après. Oui, mais ça va très vite. Oui, ça va très vite. Mais lui, par contre, il a gardé Comment sa tête jusqu'au bout. La directrice, tu le sais, C'était que la ça va très directrice. vite. Ma directrice. Donc, oui, après, c'est sûr, pendant le tournage, c'est sérieux, mais après, oui, on se lâche, bien sûr. Il faut, parce que sinon, on sombrerait vite, quoi, Oui, dans les voilà. personnages. Donc, je pense qu'après ça, tu as pris les renseignements nécessaires, puisque une maman Alzheimer, un papa. Oui. Ah ben oui, sous des maladies. Donc, cérébrales. savoir si toi-même, tu pourrais avoir un jour. Certainement. Enfin, Non, après- tu n'as pas fait d'examen. Non. Et puis je veux Donc, pas tu ne savoir. sais pas. Je veux pas savoir parce que je veux pas qu'on me dise que dans 2 mois ou 3 mois ou 6 mois, je vais avoir Alzheimer, quoi. Ouais, bon, enfin, ça ne vient pas comme ça. Ouais, mais. Ça vient doucement, hein, d'abord. Oui. Ah ben oui, ça vient doucement. Le premier signe à ma maman, c'est qu'elle s'était perdue dans son village, alors qu'elle connaissait très bien son village. Ça, c'est le premier signe. Mais 4 ans après... Et on n'y pense pas, en plus. Les plus gros symptômes. Non. Nous, on en rigolait quand elle nous racontait, quoi. Ben oui, c'est ce qui se passe. Voilà, mais puisqu'elle était encore assez jeune. Alors là, tu vas faire ton deuxième court-métrage, tu l'as déjà fait. Ça y est, il est fait. Il est fini, là. Il est fini, j'espère. Oui, mais on reste toujours avec la relecture et le regard de... Oui. C'est dur quand même, parce que on voit pas la même chose quand on a créé un court-métrage comme tu as fait ton premier court-métrage. Il faut que tu attendes plusieurs jours pour pouvoir être lucide au niveau de te regarder. Tu ne te regardes pas avec les mêmes yeux 3 jours ou 4 jours plus tard. Ah non, tout à fait. Là, quand je revois Ne m'oublie pas, là, d'Alzheimer, je le vois plus comme au début. Là, j'ai pris du recul dessus, donc je me dis que finalement, ça m'a sûrement servi de thérapie, parce que j'ai pas le même recul. Même si parfois, j'ai encore la larme à l'œil à la fin. Mais c'était quoi les autres options pour en guérir? Pour ta maman? Il n'y avait pas d'option. Enfin. Il n'y a pas d'option, Il y a pas je d'option, crois. quoi. C'est ça, quoi. C'est soit... Parce que nous, on est 9 enfants, et personne, on était tous en activité, on ne pouvait pas la garder. Parce que quelqu'un qui a Alzheimer, c'est une présence constante, nuit et jour. Et puis, au-delà d'être en activité ou pas, c'est compliqué de s'occuper d'un membre de sa famille parce que, en plus, nos parents, on est leurs enfants. Oui. Ils nous voient comme leurs enfants. Moi, je sais que mon grand-père a eu Alzheimer également. Ma mère a dû faire le même choix que toi, le placer en EHPAD. Ça a été tout aussi dur pour elle. Ouais. Et en fait, avant ça, elle est passée aidante familiale, mais ils ne la voyaient pas comme une soignante. Ils n'écoutaient pas. C'était très compliqué. C'était du H24. C'est ça. Donc finalement, c'est pas vraiment une solution. Qu'est-ce que tu voulais dire? sur Ta le mère long était terme. soignante de tes parents? De mon grand-père, tout à fait. Ouais, mais de toute façon, c'est très mal. C'est dur. Et puis en plus, c'est toute votre énergie, quoi. On ne parle pas assez des aidants, mais les aidants, ils en peuvent plus. Quoi. Et les aidants, c'est les pires. Hein. Ils partent souvent avant, d'ailleurs, le malade. Parce que ce qui fait souffrir, en fait, c'est la relativité qu'on doit faire entre l'identité que on s'est fait d'eux, l'identité que l'on s'est construit à partir d'eux, et le vide. Oui, maintenant, le vide. L'identité est quelque chose qui remplit toute une vie. Et là, évidemment, c'est toute une vie qui s'effondre. Ah oui, c'est un trou. Ce sont des nuits de cauchemar. C'est un trou. Des nuits de cauchemar. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a plus rien. Alors si, il y a la présence, mais c'est... Et si tu avais un message à donner, puisque là, maintenant, tu sors ton deuxième court-métrage. Oui. Vous êtes toujours la même équipe pour jouer? Alors là, on est juste 2 comédiennes. C'est sur le genre. C'est sur le genre. Hein. C'est sur les non-binaires. Complètement différent. Homosexuels. Voilà, Quelle envie qui t'a donné de jouer ce rôle? Eh ben, alors moi, là, c'est celle qui joue le rôle en face de moi. C'est elle? C'est elle, parce que c'est un peu sa vie à elle. C'est ce qu'elle vit. Et en discutant, comme j'aime écrire, j'ai dit, attends, je vais faire quelque chose sur toi, parce que c'est pareil. C'est un peu mieux, hein, je vais dire, c'est un peu mieux maintenant. Mais on voit qu'ils n'ont pas encore leur place dans la société. Ouais. Oui, mais enfin, bon, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde.
Mais Voilà. c'est compliqué, c'est compliqué. Pas pour tout le monde. La plupart des artistes comme nous, par exemple, Oui, oui. on fout vraiment, Oui. c'est vraiment aucun problème. Mais on ne sait pas qui est normal de qui est pas normal. Donc, Et puis c'est quoi la normalité? c'est quoi? C'est ce qu'on se disait Ouais, hier, c'est quoi toutes les deux. Ça change Donc, tout le temps. écoute, ma chérie, ça change tout le là, on va finir sur ton prochain court-métrage et savoir où on trouve ton premier court-métrage. Alors sur YouTube, Tu peux regarder la caméra. alors vous allez trouver Ne m'oublie pas sur YouTube. C'est réalisé par Cactus Picture. Oui, c'est ça. Et sinon, vous pouvez le trouver aussi sur Facebook, à Véro Dessertine, ou sur Insta, Véro Dessertine aussi. Mais tu l'as pas encore présenté. Il a été présenté dans un festival. Bon, il n'a pas eu le... Si tu l'as présenté qu'à une maison. Non, il a été présenté à 3 parce que, en fait, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Mais 3, c'est peu. Oui. Et c'est des... 3, c'est peu, si tu me dis 3000. Je peux comprendre, mais tu me dis 3. C'est rien, 3. J'attends le deuxième, je présenterai tout. Et on verra. Alors, écoute ma chérie, Véro, moi, je t'ai écrit quelque chose pour toi. Merci. Ce qui se dit, même invisible. Véro, tu écris là où la mémoire s'efface. Tu poses des images sur ce qui, parfois, nous dépasse. Des visages, des silences, des gestes retenus, comme des fragments de vie que l'on n'oublie plus. Quand les repères se brouillent, quand les noms s'éloignent, il reste une présence, quelque chose qui accompagne. Et dans ce film que tu nous offres, il y a plus qu'un écrit, il y a une trace et une infinie tendresse pour la vie. Pour toi, Véro. Merci Muriel, ça me touche vraiment, ça me touche. Merci, c'est exactement ça. Alors, je vous présente Pénélope et Patrick. Enchantée d'être là, pardon. Enchantée, bienvenue. On les appelle le duo clandestino. Patrick est né en France, Pénélope est née au Mexique. Elle nous apporte sa culture. Ce duo, c'est une guitare, 2 voix. Quand on les entend chanter, on pourrait croire qu'ils sont en couple, mais pas du tout. C'est la magie de la musique qui les réunit et qui nous transporte dans l'amour du patrimoine de l'Amérique latine. C'est exactement ça. Merci de le présenter comme ça, c'est très bien. Et en effet, on chante un répertoire amoureux. On chante à l'amour à la vie, à l'amour des enfants, à l'amour vache, celui qui fait souffrir, celui qui fait de bien. Et du coup, voilà, on interprète, parce que tous les deux, on est comédiens aussi. Donc, ça pourrait penser qu'on est ensemble. Et peut-être dans une autre vie, hein, je vois. Possible. C'est à moi. Bonjour. Bonjour. Ben oui, on est ensemble, mais on est ensemble. On est ensemble dans l'amour de la musique et la musique de l'amour. Voilà. Clandestino. Ah, vous avez compris le jeu de mots, non? Et oui, c'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on... Presque 5 ans. Voilà, donc on a un répertoire qui s'agrandit petit à petit, qui traverse beaucoup de pays d'Amérique latine. Alors moi, au niveau guitaristique, ça m'a fait beaucoup progresser aussi parce que c'est un monde, l'Amérique latine. Au niveau de la musique, ouais. Ça fait voyager. Ça fait voyager, c'est un monde. Donc un monde pluriel avec des nuances, et puis moi je suis né en France, je suis de famille italienne et donc forcément moi je suis attiré par tout ce qui est latin. Je suis de la Méditerranée aussi et un peu plus loin il y a l'océan et puis on arrive en Amérique latine et j'ai des liens avec l'Amérique latine aussi. De longue date. Mais encore une fois, c'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Voilà pour les présentations. Ok. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Alors moi, j'ai envie de raconter cette anecdote.
Parce qu'en fait, moi, je me suis rendue à un concert que Patrick faisait avec 2 autres chanteuses. À l'époque, il chantait de brésilien. Mais il a été tout seul à la fin du concert pour chanter un boléro, Bésame mucho, que vous connaissez sûrement. Et donc, je suis venue lui parler, lui dire, je ne sais pas si vous savez, mais cette chanson, ça vient de Mexique. Et donc, lui, il m'a dit, ce petit accent. Il me dit, il y a un boléro, c'est mon préféré pour ma fille, El Reloj. Et moi, je commence à le chantonner. Du coup, c'était là les atomes crochus qui nous ont fait dire, on va essayer. Et c'est passé très, très comme de beurre, n'est-ce pas? Tout seul, L'alchimie s'est faite dès le début. Oui, complètement. Oui, en fait, on a fait un essai. Il fallait bien faire un essai. Et on y est encore, en fait. Il n'y a pas eu cette hésitation qui veut dire, ouais, on verra. Non. On a joué, puis on ne s'est plus arrêté. Alors, heureusement, il y a la vie, il y a nos vies privées, il y a tout ça. Mais, la même énergie. Cette énergie dont parlait Roberto, les arts martiaux, c'est ça. J'ai fait des arts martiaux aussi, et je me souviens d'une phrase très belle que j'avais vue dans un répertoire. C'était les tireurs à l'arc. Et le maître, il a dit, la cible, c'est la flèche. Et ça m'avait parlé, j'étais gamin pourtant, mais je pratiquais un peu. Moi, je faisais du karaté. Et c'est vrai que c'est l'élan. Et l'amour, c'est l'élan. Qu'il soit passionnel, qu'il soit rancunier, qu'il soit zen, qu'il soit maternel, paternel. C'est l'élan. Dès qu'on s'arrête, l'amour, chut, il tombe. C'est beau, c'est bien dit, j'adore. Alors, donc, vous faites du spectacle vivant. Et quel est votre type de public? Comment tout ça se présente? Alors, on a chanté pas mal les premières années chez l'Habitant. On s'est proposé et vous vous rappelez, quand le Covid est arrivé, les théâtres, les salles se sont fermées et du coup, à 7, d'où on vient, les gens ont ouvert leur jardin, leur salon et du coup c'était déjà un petit marché. Là on s'est incrusté et on a joué comme ça les premières années et là depuis 1 an on commence à faire des bars et des restaurants et voilà. Non, mais de ce que disait Pénélope justement, c'est qu'on a commencé effectivement à jouer avec juste le son de la guitare et de nos voix, il n'y avait pas de micro. Et du coup, cette intimité, on a essayé, maintenant on a une sono, on a joué même en place publique pour un festival, etc. Mais on essaye de garder ça. Voilà. C'est pas un groupe qui va faire... c'est pas de la cumbia, c'est pas de la salsa, on va pas faire danser. Les gens vont peut-être gigoter, frapper dans leurs mains, chanter avec nous, mais c'est quelque chose qui s'écoute, clandestino. Parce que... effectivement, ce sont des reprises et on a choisi... parfois, ce sont des chefs-d'œuvre auxquels on s'attache. Et modestement, évidemment, on essaie de les respecter. Oui, c'est comme si vous posiez en fait une ambiance, une sorte de parfum dans l'espace dans lequel vous chantez. Et c'est comme si vous embaumiez tout, en fait, tout le monde à travers la musique. Ah, mais ça aussi, c'est bien dit. Hein. Merci. C'est ce que je ressens, vraiment, quand je vous vois chanter. Alors, vous avez dit l'élan, et j'imagine aussi ce mot que tu dois connaître très bien, latido. El latido del corazón. Oui, justement, corazón, c'est un mot qui revient souvent dans le concert. Et on a une chanson vers la fin du spectacle qui s'appelle « Je viens donner mon cœur ». Et c'est ça l'élan qu'on partage depuis le début, c'est qu'on choisit des morceaux qui nous portent, auxquels on tient à cœur, de par notre histoire personnelle, amoureuse, etc. Et puis, il y a quelque chose qui vient de ventre. Et à la fin du spectacle, le public nous accueille. Comme un enlacement.
Exactement, exactement. Et il y avait un poète espagnol qui disait « Un baiser, on ne le refuse pas ». Et je pense que c'est ça. On donne des baisers à l'âme et les gens le reçoivent. C'est Très beau. bien, alors on va tous s'embrasser. Et quels sont vos projets à venir? Très, très vite, le premier projet, c'est l'été. Alors l'été, il fait chaud. Alors, Comme en Espagne. on a un petit contentieux, mais qui est réglé. C'est-à-dire que moi, l'été, j'aime pas rester à 7. S'il y a trop de monde, il fait trop chaud. Et moi, j'adore la montagne et j'ai la chance d'avoir une maisonnette en Haute-Provence, à 1400 mètres d'altitude, au milieu des chamois. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment génial. Et du coup, on fait une petite tournée par là-haut. Ouais. Ok. Ouais. Donc, si vous Vos voulez me voir, répétitions, vos répétitions les répétitions, c'est minimum une fois par semaine. Hein, le mardi matin, non? Le mardi matin, c'est nos répétitions. Et avant l'été, enfin juste avril, mai, avant qu'ils partent à la montagne, enfin qu'on parte à la montagne, bah, on est à 7 et on est ouvert à des propositions. Oui, ils peuvent le dire peut-être, non? Oui, vous pouvez le dire en regardant la caméra là. Comment vous joindre pour qu'on vous fasse des propositions? Là. Oui, vous nous trouverez à Facebook. Non, pardon. On peut refaire ça. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Clandestino 7. Là, il y a le numéro de Patrick pour faire des réservations. On peut venir chanter dans votre jardin et dans les bars, les restaurants, etc. Venez. Venez. Nous, on fait l'amour avec la musique. C'est génial. Bravo, bravo. Bravo, vous ne le regretterez pas. Por no me olvides, mejor ódiame. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Para pa param 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 pa. Que vale más que humilde tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Sabes que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia los queridos. Ya no estás más a mi lado.
corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándolo después. Ay, qué vida tan oscura, yo sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Émilie, ma chérie, c'est à ton tour. Tout à fait. Je reçois Émiole. Bonjour. Bonjour. Tu es chanteur. Tout à fait. Enfin, j'essaye. Parce que concrètement, moi, je suis plutôt développeur logiciel qui essaye de lancer une carrière de chanteur. Ok. Du Donc, coup, comment tu te décrirais dans ta carrière de chanteur naissante? C'est quoi ton style? Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est essayer un petit peu d'apporter un côté conteur de rêve. Donc, je compte prendre des histoires et les raconter, en fait. Donc là, pour le moment, j'ai une chanson qui est sortie, qui s'appelle La ligne de départ, qui raconte justement l'histoire d'un chanteur qui voudrait se lancer, devenir chanteur à succès. Et du coup, il va galérer à essayer d'atteindre sans vraiment totalement l'atteindre, cette ligne de départ. C'est parce qu'il n'arrête pas de monter les ambitions, il n'arrête pas de monter le challenge. Et en plus, il ne veut pas laisser la gloire aux autres aussi. Donc du coup, il ne va pas forcément sur la bonne direction. C'est pour ça que ça part de plus en plus en vrille dans le clip. Et voilà. Conteur d'histoires, c'est joliment dit, dis donc. Quelles histoires tu aurais à raconter? C'est là le problème. Les autres? C'est un petit peu tout, mais l'inspiration, elle est capricieuse. Donc là, pour le moment, j'envisage de peut-être faire un truc sur la page blanche, mais le problème, c'est qu'une fois que ça s'est fait, je pourrais pas vraiment le refaire 2 fois. Donc du coup, je pensais recycler une vieille compo que j'avais, mais je me rends compte que ça rentre pas dans la vibe que j'ai commencé à lancer avec la ligne de départ. Vieillit, hein. Je l'aime toujours autant, cette composition, mais déjà, elle est en anglais, alors que j'ai envie que Émiole soit un projet en français. Et du coup, ça impliquerait de tout réécrire le texte. Elle fait 12 minutes 40, donc ça implique de beaucoup retravailler de choses. Et du coup, ça va prendre beaucoup de temps. Et en fait, j'ai un autre projet que je fais en parallèle, sur lequel je voudrais justement pouvoir avancer. Donc, je peux pas non plus faire 3000 gros projets simultanément en parallèle du travail, toujours développeur logiciel. Et en ce moment, je gère la distribution des colis en Belgique. C'est absolument rien à voir, mais mon quotidien, c'est ça. Et j'essaie de faire musique en plus à côté. Donc, il faut réussir à dégager du temps pour la musique, pour les différents projets. Voilà. Tu as des messages à faire passer, du coup, et tu préfères prendre ton temps pour qu'il soit bien compris, bien pris. Il y a de ça.
il y a aussi un gros projet que je prépare. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du jeu de rôle. C'est pour ça le conteur d'histoire. Il y a un petit peu de ça. Ça m'a inspiré parce que ce projet, il datait d'avant que je lance le projet Émiole. Le projet Émiole, en fait, comme j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs fois à des concours de chant et d'avoir des plutôt bonnes places parfois, j'avais été 4e au Grand Prix de la chanson d'Alès dans les Cévennes, organisé par Lionel Pillot, qui avait un ami, qui a toujours un ami d'ailleurs, qui s'appelle Fredo Le Cigalois, qui m'a donné l'opportunité de venir ici, justement. Merci Fredo. Merci Fredo. On connaît très bien. Et du coup, là. avoir participé à ces concours, ça m'a fait comprendre que je pouvais faire quelque chose de ma voix et potentiellement essayer de lancer une carrière. Et du coup, j'ai envie de glisser des petites compos au fur et à mesure, d'où le nom de scène aussi. Donc Émiole, c'est pour essayer de faire de la scène. Pour le moment, je n'ai encore rien. J'espère faire quelque chose, un premier concert avant début 2027. C'est mon petit challenge de l'année, réussir à trouver une date pour 2026. De quoi tu aurais besoin ? Ouf, un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'accompagnement, comme le dit la chanson. Accompagnement, ça veut dire Tu quoi? as la caméra là pour faire tes demandes ? Beaucoup de temps, encore plus d'argent et énormément d'aide. Aidez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez donner sur Tipeee. Non, je suis même pas sur Tipeee. Non, mais par exemple, compteur, c'est long. Je suis désolée de dire une chose comme ça, Émiole. Mais un quart d'heure ou une histoire à un quart d'heure, c'est long? Ça dépend les points de vue. Dans les musiques que j'écoute, il y a vraiment la notion qu'on prend le temps qu'il faut pour raconter ce qu'on a envie de raconter. Si c'est pas en anglais, ça va. Parce qu'en France, si tu fais en anglais... C'est aussi pour ça que justement sur Émiole, sur le projet Émiole, je vais me limiter au français. Et du coup, Pour démarrer au moins, pour démarrer. C'est ça. Après, en tu soi, peux je faire peux toujours... universel avec une chaîne YouTube. Qui sait on verra bien. En soi, je peux toujours aussi garder certains projets. J'ai bien une compo pour le moment instrumentale qui traîne dans les tiroirs, qui dure plus de 20 minutes. Ça viendra peut-être un jour, on verra qu'est-ce que j'en fais. Mais là, pour le moment, je me concentre sur le projet Émiole et sur ce gros projet que j'évoquais, justement, basé sur du jeu de rôle où nous avons écrit une histoire. Ça, c'est pas mal. En fait, oui. Désolée, mais j'ai dit ça, c'est pas mal. Non, je veux dire que pour moi, l'idée... Pardon, c'est pas ce que j'ai voulu dire en plus. Il y a pas de problème. C'est un lapsus, mais c'est pas un lapsus méchant. Je veux dire, par là, le jeu de rôle, c'est vraiment amusant, quoi. C'est vraiment amusant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a du comique dedans, il y a tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Puis ça s'est popularisé ces dernières années. Oui. Donc c'est devenu vraiment accessible à tous. Est-ce que c'est aussi le but de rendre accessible cet univers, ces messages ? Il y a un petit peu de ça. En soi, c'est à la fois accessible et pas si accessible que ça, dans le sens où, comme le jeu de rôle, je dis pour ceux qui connaissent pas forcément, en gros, c'est une forme de théâtre d'improvisation. On se réunit autour d'une table, il y a un maître de jeu qui donne un contexte, comme par exemple, mettons, vous êtes tous des aventuriers, vous entrez dans une taverne, il y a un barman qui est en train de nettoyer des verres avec un chiffon sale, il y a 3 tables de libre, que faites-vous ? Et là, justement, c'est extrêmement interactif parce qu'à partir du moment où le maître de jeu demande que faites-vous, les joueurs disent ce qu'ils font. Et la seule limite, c'est l'imagination. S'il y en a un qui dit je veux aller casser la gueule au barman, va y avoir des conséquences. Et justement, le maître de jeu va rebondir sur ce que font les joueurs. S'il y en a un qui dit je vais m'asseoir à la table, très bien, et qu'est-ce que tu fais, t'attends ? Ouais, j'attends. Bah t'attends. S'il y en a un qui va discuter avec le barman, le maître de jeu va endosser le rôle du barman. Et voilà, on crée une histoire comme ça. Et mon idée, justement, c'est de prendre l'histoire qu'on a créée ainsi, parce que ça peut faire sur plusieurs sessions. Nous, on a fait sur 24, 25 sessions à peu près. Donc, on a beaucoup trop de contenu. On peut avoir une histoire, un grand scénario qui se dégage derrière. Et mon idée, c'était cette histoire qu'on a créée, la raconter en musique, un peu comme une comédie musicale. Donc, on vise quelque chose d'environ 2h30. 3 ou 4 pour le faire. C'est ça. On était 3 joueurs, plus le maître de jeu. Donc, il y avait moi, une amie graphiste qui a fait justement aussi toute la DA du clip. Pour Émiole, donc Axel Jacquet, merci à toi. Avec également Sandwich Start Production aux caméras, merci beaucoup à vous aussi. Et donc il y avait moi, Axel et Jean-Marc Anthony Cabella,
Personne connaît son nom, tout le monde connaît sa voix. Il a chanté un truc qui fait comme ça. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Donc voilà, on a eu la chance de faire ça avec le chanteur des génériques Pokémon et qui participe aussi au projet. Donc pour le moment, on est sur la composition avec Axel et ça sortira dans beaucoup trop longtemps parce que ça prend beaucoup trop de temps. Non, mais c'est peut-être pas trop longtemps parce que vous pouvez pas savoir à la vitesse que vous allez aller. Si, parce que ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. On a déjà... ça fait déjà... C'est génial. Je trouve ça génial, moi. Ça fait plus d'1 an qu'on a fini la campagne. On a 8 maquettes plutôt bien avancées, 4 autres en cours. Donc on vise une vingtaine de chansons. Plus. Tu rajoutes On espère ne pas en rajouter trop. On a envie que ça sorte avant qu'on y ait passé 5-6 ans, mais c'est un risque. Aïe, aïe, aïe. On sera peut-être plus là. Mais l'idée de faire ça, ça fait 7 ans que je l'ai dans les tiroirs. Bah, au moins, c'est un gage de qualité. Oh, j'adore. Merci. On espère. Et la question, c'est si ça fonctionne et que ça s'accélère, qu'est-ce qui se passe après ? Eh ben, il se passe qu'on devra aviser, justement. Parce que chaque chose en son temps, pour le moment, on en est dans l'étape création. On réfléchit déjà aussi, forcément, on a envie... on vise pas forcément un hit interplanétaire ou quoi que ce soit, mais on a envie d'essayer que... qu'au moins, ça nous rembourse le temps investi dessus. Non, mais c'est une très bonne idée. Hein. Mais en même temps, on sent quand même l'expérience du développeur, hein, quand même. Hein. On sent bien, parce que c'est ça qui fait... qui te fait aller dans ta perception du parfait, quoi. Et c'est ce qui fait que tu n'es pas toujours satisfait, tu aurais peut-être déjà fini. Et donc, de là où, je m'excuse de te le dire, de là où justement ton métier de performeur te fait retarder ta création. Toujours. C'est l'éternel combat entre l'envie de perfection, le temps disponible. Mais il est génial. Hein. Oui. C'est un compromis à trouver et justement le fait de faire les choses, ça aide aussi parce que le gros problème du perfectionniste, c'est de ne rien sortir. D'où le fait que je suis très content de m'être entouré et d'avoir trouvé la bonne équipe avec laquelle faire ça. Parce que sans ça, justement, ça resterait encore un projet dans le tiroir. Émiole, je vais te dire une chose avant que tu regardes la caméra. Tu vas lui demander une dernière chose. Pourquoi tu ne reviendrais pas nous présenter une seule de tes compositions? Des maquettes, des compositions. Ouais. Eh bien, volontiers, dès que j'en ai disponible. Donc, on t'invite à ça, ça sera déjà bien. C'est un démarrage déjà, tu comprends? Oui. Et ça va aller très vite après, psychologiquement. Alors, faire le premier pas. Faire le premier pas, c'est une chose. On t'invite, d'accord? Merci beaucoup. Alors, tu peux lui demander. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on fait justement pour te découvrir quand ça y est, tu seras prêt? Je t'invite à regarder la caméra. Alors, on peut me retrouver sur divers réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube, sous le nom Hémiol officiel. Mes musiques seront disponibles aussi sur Spotify et Deezer, Qobuz, etc. Voilà. Donc Hémiol officiel. H-E-M-I-O-L. Merci. En tous les cas, Hémiol mérite à être reconnu et vraiment, je pense qu'il va falloir qu'il nous montre enfin quelque chose. Et donc, on a intérêt à venir le plus rapidement possible. Quand vous voulez. J'ai des idées, j'ai des projets, de l'ambition. Je crois comprendre comment m'y prendre, j'ai la vision. Papillon attiré par l'éclat des paillettes, je voudrais devenir la prochaine vedette. Alors je me prépare en nourrissant l'espoir de passer en trombe la ligne de départ.
juste un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'accompagnement pour viser les étoiles et devenir le plus grand. Tant d'ambition, je dois comprendre comment m'y prendre, c'est ma mission. Papillon subjugué par l'éclat des paillettes, la concurrence est rude et le faux pas me guette. Mais je garde espoir et malgré mon retard, je passerai, c'est sûr, la ligne de départ. Il me faut juste beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'aide évidemment. Dépasser les étoiles et devenir le plus grand. J'ai trop d'idées, trop de projets, trop d'ambition. À trop attendre, de bien m'y prendre, je tourne en rond. Papillon aveuglé par l'éclat des paillettes, dans tous ces projecteurs, ma voix reste muette. Parviendrai-je enfin, malgré le désespoir, à atteindre un jour la ligne de départ? Il me faudrait tellement de temps, tellement d'argent, tellement de tout pour être le plus grand. Je suis si prêt d'être le plus c'est là le secret du bonheur. Mais tout au fond de moi, je le sens. Je ne lâcherai jamais, vraiment. J'ai des idées, j'ai des projets, de l'ambition. Je crois comprendre comment m'y prendre, j'ai la vision. Papillon attiré par l'éclat des paillettes, je voudrais devenir la prochaine vedette. Alors je me prépare en nourrissant l'espoir de passer en trombe la ligne de départ. Il me faut juste un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'accompagnement pour viser les étoiles et devenir le plus grand.
d'idées, tant de projets, tant d'ambitions. Je dois comprendre comment m'y prendre, c'est ma mission. Papillon subjugué par l'éclat des paillettes, la concurrence est rude et le faux pas me guette. Mais je garde espoir et malgré mon retard, je passerai, c'est sûr, la ligne de départ. Il me faut juste beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'aide évidemment. Dépasser les étoiles et devenir le plus grand. J'ai trop d'idées, trop de projets, trop d'ambition. À trop attendre, de bien m'y prendre, je tourne en rond. Papillon aveuglé par l'éclat des paillettes, sans tous ces projecteurs, ma voix reste muette. Parviendrai-je enfin, malgré le désespoir, à atteindre un jour la ligne de départ? Il me faudrait tellement de temps, tellement d'argent, tellement de tout pour être le plus grand. Je suis si prête à être le plus grand. À trop vouloir briller en solitaire, je finirai complètement seul dans l'univers. Car les étoiles brillent plus fort à plusieurs, c'est là le secret du bonheur. Mais tout au fond de moi, je le sens, je ne lâcherai jamais, vraiment. Alors moi j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui me sourit depuis tout à l'heure et j'adore, qui s'appelle Koro Timi. Koro tout court, Oui. n'est-ce pas? Pour les intimes. Donc tout à l'heure nous avons parlé de toi, Koro. Oui. Donc tu étais dans le court-métrage avec Véro. Oui. Donc tu as joué un rôle pas facile. Parce que tu as accepté, mais en même temps, quand on est comédienne, on accepte tous les rôles. Oui. Même le pire des rôles. N'est-ce pas? Oui. Donc, tu as tourné toi aussi donc, avec Véro. Oui. Ne m'oublie pas. Et comment s'est passé pour toi quand tu as préparé ce rôle avec Véro? Et je vous remercie. Je remercie Love Sister. Tu peux rapprocher ton... De nous accueillir aujourd'hui. Et merci aussi à Véro de m'avoir donné mon premier rôle sur Ne m'oublie pas. On s'est rencontrés en formation et moi, je ne faisais que les faire rire. Et je ne me prends pas au sérieux. Et elle me dit, bon, ça c'est un rôle sérieux où tu devrais jouer une directrice et tu devrais être sévère. J'ai dit, mais comment je vais y arriver? Je ne pouvais pas. Mais au moment du tournage, il y avait tellement d'émotions. Et celle qui a joué, sa mère n'arrêtait pas de pleurer comme une Madeleine, et Véro aussi. Et au moment, tu ne pouvais pas ne pas être sérieuse parce que le plateau le demandait. Donc, j'ai fait des efforts pour être à la hauteur. Mais tu as réussi, puisque je t'ai regardé. Tu as très bien réussi. Ouais.
C'est en ça qu'on reconnaît le talent d'une actrice, finalement. Oui, oui. Sinon, c'était pas facile. Il y a 32 ans de cela, quand j'ai découvert la France, et j'étais en Vendée, en famille, et j'ai vu ma belle famille en maison de retraite. Et j'ai dit, je demande à mon mari, mais ça, c'est quelle vie ça? C'est la première fois que j'arrive en France. Oui, et parce qu'en plus, dans des pays comme les tiens et tout, on ne met pas nos aînés en maison de retraite. Mais malheureusement, là, il n'y avait pas de possibilité quand il y a une maladie grave. Oui. Neurologique. Oui, mais même quand c'est une maladie grave, nous, on garde nos aînés avec nous. Oui, oui. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité autrement aussi. Oui, parce qu'on est nombreux aussi. Voilà. Voilà. À plusieurs, c'est pas pareil. On faisait pareil avant. Oui, avant, on gardait nos oui. anciens. Oui. Mais parce que souvent, la femme ne travaillait pas. Elle restait à la maison, la femme. Tandis que maintenant, les couples travaillent. L'homme et la femme travaillent. Exactement. Il n'y a personne à la maison. Exactement. Et donc, ça t'a un peu perturbé. Ça m'a perturbé. J'ai dit, je ne vais pas rester dans ce pays où après, on met les parents en maison de retraite. Tu as pensé que tu allais y être? J'ai pensé à ma belle-mère. Excuse-moi aussi, toi. Donc, après le tournage, ne m'oublie pas, tu as fait un rôle après ce tournage qui s'appelle Le Refus. Excuse-moi. Oui. Le Refus ou Au Refus? Refus. Refus, pas le. Non. Refus. Refus. Et tu tiens le rôle principal. Qu'as-tu découvert de toi-même? Et j'ai découvert que je pouvais jouer un rôle de prostituée. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pour ça que tu as mis les bottes aujourd'hui? Oui. En plein mois d'août ou juillet? Je sais pas quoi, quel mois on est. J'arrive même plus à me rappeler quel mois on est. Maquillée comme une prostituée. Ah non, t'es pas maquillée comme... Ah non, t'es pas habillée comme... Pas aujourd'hui. Ah non, le c'est les bottes seulement. Hein. Non, mais j'ai pas dit que c'était des bottes de prostituée. Hein. C'est parce que... Si, tu l'as dit. Ah oui, je l'ai dit. Oui. Mais pardon, j'ai pas voulu dire comme ça. Mais je veux dire, c'est trop beau, quoi. Non, et les bottes, c'est bien. C'est pas que de la prostitution, c'est de la sensualité, c'est tout ce qu'on veut en même temps. Oui. Donc pour moi, c'est beau. Oui. Donc tu es sensuelle. Bon, on essaie. Donc, sinon, pour être alléchante dans le film, il fallait que je sois bien découverte aussi. Ah, voilà. En plus? Oui. Est-ce que tu as été détenue? Bon. Presque. Presque. Ah, presque. Oui. Ça doit être difficile à jouer quand même, ce côté ultra sexualisé, très découverte. Oui, mais moi, comme j'étais esthéticienne avant, et que oui, donc voilà. je faisais des épilations aux hommes, aux femmes, donc moi, je n'avais pas de problème avec tout ça. Mais le refus, ça parle d'une femme d'une cinquantaine d'années qui est mariée avec un Européen et elle a une fille métisse et son mari l'abandonne, allait aux États-Unis, l'a laissée avec sa fille de 15 ans et elle se prostitue pour s'occuper de sa fille. Et à un moment donné, elle va dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de liquider ma dignité? Est-ce que je ne vais pas retourner dans mon pays? Je peux te répondre à ça? Voilà. Oui, ça vaut le coup. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on n'abandonne pas son enfant. Parce qu'elle rencontre aussi... Si vous êtes d'accord avec moi. Elle rencontre l'alcool. Et, ça c'est dommage, ça, par contre. De trucs pour supporter. Parce que, voilà, ce n'était pas peut-être voulu. Oui, mais c'est bien. Parce que quand on voulu, montre les choses et dans quel bourbier on se met lorsqu'on doit se débrouiller seul avec une fille ou une famille. Oui, et le film a été projeté au Congo, Kinshasa, le 15 décembre dernier pour montrer aux gens que quand on n'a pas de métier aussi en Europe, c'est pas facile. Tu as incarné et tu as traversé donc. Oui. Ton rôle. Oui. C'est ça? Oui. C'est ça. Donc, tu as une chanson. Oui. Qui s'appelle Bim Bam Boum. Oui. Et elle est incarnée, par contre, presque à fleur de peau. D'où vient cette intensité? Bim Bam Boum, c'est les coups que j'ai imaginé que quand on est femme au foyer, on reçoit. Parce qu'avant, j'étais mariée avec un Burkinabé. Pardon, je viens du Burkina Faso.
C'est Burkina Faso, ça veut Très dire... dur, pays très dur. Pays des hommes intègres. Ça veut dire ça. Donc, c'était pas facile dans mon premier mariage, où même en grossesse, je recevais des coups. Et jeune, je suppose. Pardon? Jeune, je oui, suppose. 21 ans. Et même Encore en ça va. grossesse, et tu sais pas, est-ce que c'est la grossesse que tu essaies de protéger ou bien c'est ton visage? Et j'ai écrit cette chanson-là, Bim Bam Boum, pour les coups. Et dans cette chanson, j'ai dit, bon, quand ça ne va pas, il vaut mieux partir pour ne pas faire l'objet d'un fait divers. Et je suis partie, mais ce n'était pas facile. Ici, il y a des associations, des trucs pour recevoir les femmes. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Quand tu pars avec un enfant qui a 4 ans ou 5 ans et que tu ne travailles pas, c'est difficile. Ah oui, c'est pas possible. Et souvent, c'est un échec au niveau de la famille qui te voit que tu n'as pas pu réussir ton foyer. Et voilà. Enfin, c'est pas l'échec pour celui qui te frappe, quoi. Hein. Non. Non, ça c'est super quand même. Et justement, c'est quoi le message que tu voulais faire passer dans cette chanson par rapport à ça? Bim Bam Boum, c'est pour les hommes aussi, pour leur faire prendre conscience qu'ils ne doivent pas frapper les femmes. C'est ce que tu exprimes. Oui, j'ai dit, elle c'est qui? Elle, ça peut être ta tante, ta soeur aussi à quelque part qu'on frappe. Et quelquefois, on ne le sait pas. Oui, elle, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Donc, ça parle à toutes les femmes et aux hommes aussi que nous sommes fragiles. Coro, oui. Entre le cinéma et la musique, oui. Où te sens-tu la plus libre? Je dirais les deux, parce que quand j'écris, je fais sortir ce que j'ai vécu déjà. Là, tu t'oublies pas, donc là, tu fais sortir. Oui. Et dans le cinéma, tu t'oublies. À mes temps libres, j'écris. Et dans le cinéma, je ne sais pas. Je ne m'oublie pas. J'essaie d'incarner le personnage. Et c'est bien aussi. Oui. De prendre plusieurs personnalités. Oui. Tout le monde n'a pas cette chance. Et oui. Et j'ai des difficultés dans les chansons. J'aime écrire, mais je ne sais pas comment ajouter la mélodie. J'ai essayé d'apprendre à jouer à la guitare, mais j'ai dit... Est-ce que tu peux nous faire un a cappella, par exemple? Oui. C'est pas dur, a cappella, tu peux le faire, ça, par contre. Oui. Est-ce que tu peux nous faire en a cappella, par exemple, Bim Bam Boum? Oui. Vas-y. Elle se lève le matin avec des bleus sur le corps. Elle se maquille pour cacher les traces de ses torts. Elle s'habille pour plaire à celui qui la met à terre. Elle se tait pour ne pas provoquer sa colère. Bim bam boum, bim bam boum. Elle sait qui, elle sait nous. Elle sait toi et moi. Elle sait qui, elle sait nous. Elle sait toi et moi. Elle travaille toute la journée avec la peur au ventre, en espérant qu'il soit absent quand elle rentre. Elle supporte les insultes et les... Mais c'est super, c'est bien, bravo. Alors j'adore. Je ne peux qu'aimer. Donc tu es ton art, en un mot ou une sensation serait quoi? Oui. Moi je le sais. À fleur de chair. À fleur de chair, ça raconte... On sent quelque chose de profondément vécu quand tu parles. Quand j'avais 4 ou 5 ans, on nous a tiré, ma soeur et moi, du lit à 3 heures du matin pour aller dans une cour à côté. On est sortis, on était encore endormis et peut-être ils ont fait ma soeur avant moi. Et je me rappelle jusqu'à présent que j'étais sur une natte et il y a des femmes qui m'ont attrapée de chaque côté, écarté les jambes. Voilà. Il y en avait une au milieu avec une lame qui me coupait. Voilà l'excision. Et quand j'ai voulu faire cette chanson, j'ai mis la fleur à fleur de chair. C'est la fleur, le clitoris qu'on a coupé sur ma chair. Donc, c'est pour ça que j'ai donné ce titre. Alors, Coro, tu vois, nous n'avons pas assez, comme toi, mon chéri,
Je dis rarement mon chéri à un homme d'ailleurs. On n'a pas assez de cette émission pour parler de ça. Je pense que le sujet mériterait, l'excision, mériterait d'être développé plus. Et je t'invite aussi, toi, mais pas ensemble bien entendu, je t'invite aussi, toi, à venir, à revenir nous voir, Oui. parce que j'y tiens beaucoup. Et c'est un sujet dont je tiens beaucoup. D'accord. Je t'ai écrit quelque chose aussi à toi. Super. Et j'ai été très marquée par ce que tu as vécu, petite fille. Et ce qui est le plus horrible et le plus barbare qui peut exister de l'homme, de la femme, bien sûr, de l'homme. Hein. Avec un grand H. Un grand H. Là où le corps se souvient, Koro. Tu avances là où les mots hésitent, à fleur de chair. Il y a ce qui marque et ce qui résiste. Tu ne racontes pas. Tu traverses et dans ta voix, il y a ce courage discret de dire sans exposer. Ce qui fut blessure devient passage. Et dans ce passage, quelque chose se relève. Doucement. Tu entres dans les rôles comme on entre en soi. Sans détour, sans masque. Juste là, Koro, tu incarnes, tu traverses, tu donnes. Alors pour cela, nous tous ici présents, nous te disons merci. Merci à Merci. vous. Merci. Tu vas regarder la caméra et tu vas me dire comment on fait pour te joindre. On peut me joindre sur YouTube et à Timmy-du-8 Diamant et sur Facebook à Koro Océane Poissonné et sur Instagram à Koro-du-8 Dabir. Et ils peuvent aussi, s'ils ont besoin de te trouver comme comédienne ou autre, même se renseigner chez nous, aussi bien Véro, toi aussi, et toi aussi, et tout le monde. Et voilà, au diable avarice, on peut, chez Love Sister, vous appelez, on vous donne les numéros de téléphone. Alors, vraiment, ça fait un plaisir parce que notre interview prend fin, mais nous avons eu un tel panel différent, éclectique, tout ce qu'on veut, que ce fut merveilleux. Et je vous dis vraiment, du fond de mon cœur et de notre cœur, merci. Merci. Merci à vous. Merci. On dit, et nous sommes tous présents aussi pour vous dire bye bye. Bye bye. Elle se lève le matin avec des bleus sur le corps. Elle se maquille pour cacher les traces de ses torts. Elle s'habille pour plaire à celui qui la met à terre. Elle se tait pour ne pas provoquer sa colère. Bim bam boum, bim bam boum. Elle sait qui, elle sait nous, elle sait toi et moi. Elle sait qui, elle sait nous, elle sait toi et moi. Elle n'est pas coupable, n'est pas responsable de ce qui lui fait subir et qui brise son avenir. Même si elle n'est pas facile et jamais docile, elle ne peut s'enfuir et reste sous son emprise. Bim bam boum, bim bam boum, bim bam boum, bim bam boum. Elle sait qui, elle sait nous, elle sait toi et moi. Elle sait qui, elle sait nous, elle sait toi et moi. Elle travaille toute la journée avec la peur au ventre, en espérant qu'il soit absent quand elle rentre. Elle supporte les insultes
et les humiliations. Elle endure sa haine et les privations. Si elle ne fait rien, elle finira dans les faits divers. Avec tout son courage, elle change son destin. Elle quitte son bourreau, qu'elle envoie en enfer. Les assos, les amis, tout le monde la soutient. Elle sait qui, elle sait nous, elle sait quoi.